Vous connaissez CE sentiment, n'est-ce pas? C'est cette reconnaissance silencieuse, glaçante, qui ne vient pas tout de suite. Au début, il y a toujours l'espoir. Une nouvelle personne, un nouveau regard, une nouvelle mélodie qui semble sur le point de retentir. Vous croyez que cette fois, le scénario sera différent. Les décors ont changé, la lumière est réglée différemment, et le partenaire. Il semble si différent de tous les précédents. Mais les semaines, les mois passent. Et voilà que, dans une phrase fortuite, dans un acte inexplicable, dans un froid soudain entre vous, vous l'entendez, l'écho d'une vieille mélodie oubliée. Celle-là même qui jouait à la fin de vos histoires passées. Et une pensée vous transperce, aussi vive qu'un éclat de verre. Je suis déjà passé par là. Je connais cette douleur. Je connais CE tournant de l'intrigue. Cela commence comme un murmure et se transforme en un cri assourdissant à l'intérieur. Pourquoi cela m'arrive-t-il encore? Pourquoi, malgré tous mes efforts, toute ma prise de conscience, me retrouvais-je à nouveau au même point? C'est comme regarder la même pièce de théâtre, mais avec de nouveaux acteurs. Les mots peuvent être légèrement différents, les costumes peuvent avoir changé, mais la dramaturgie, le noyau émotionnel et, le plus effrayant, la fin restent inchangés. C'est un sentiment d'impuissance dévastatrice. Comme si vous étiez un personnage qui essaie désespérément de changer son destin, sans comprendre que SES réplique et CS action ont été écrites depuis longtemps par quelqu'un d'autre. Vous commencez à douter de vous-même, de votre capacité à choisir, de votre valeur. Et la question la plus terrible que vous vous posez en silence est « peut-être que c'est moi, peut-être que je suis moi-même condamné à cette répétition éternelle ?» Si vous vous êtes reconnu dans cette description, je veux que vous m'écoutiez très attentivement maintenant. Vous n'êtes pas en train de devenir fou. Et CE n'est pas juste de la malchance ou un mauvais karma. CE que vous ressentez, ce cycle douloureux, ce sentiment de déjà-vu dans le labyrinthe de l'amour, n'est pas une série de coïncidences tragiques. C'est la preuve qu'un mécanisme psychologique puissant, cohérent et absolument réel agit à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas seul. Des millions d'hommes et de femmes vivent exactement le même scénario à cette seconde même. Ils tournent en rond dans le même cercle vicieux, se blâmant eux-mêmes, leurs partenaires, le destin, mais sans jamais trouver la véritable source de leur douleur. Ils ne comprennent pas qu'une force invisible agit en eux, qui gouverne leurs choix, leurs réactions, leurs sentiments. Alors permettez-moi de vous poser une question qui peut sembler étrange, mais qui est la clé de tout. Et si le choix de votre partenaire n'était en réalité pas le vôtre? Et si à l'intérieur de vous vivait une image, un double intérieur, qui fait ce choix pour vous, en se basant sur SE et propres motivations, qui vous sont cachés? Et si c'était précisément CE double qui écrivait le scénario de votre drame? Votre choix n'est en réalité pas fait par votre âme. Cette vidéo n'est pas simplement un ensemble de conseils sur les relations. C'est une carte de votre monde intérieur. C'est une invitation à un voyage. Nous nous aventurerons au plus profond de votre âme pour rencontrer CE, metteur en scène intérieur. Nous lui donnerons un nom, nous comprendrons son langage et le plus important, nous apprendrons à distinguer sa voix de la vôtre. C'est la clé pour mettre fin au sabotage inconscient et enfin commencer à construire les relations que vous méritez vraiment. Celles que votre âme mérite. Lorsque nous sommes confrontés à des échecs amoureux répétés, notre conscience cherche désespérément une explication simple et logique. C'est un mécanisme d'autodéfense. Nous avons besoin d'un ennemi que nous pouvons nommer, d'un problème que nous pouvons résoudre. Et nous trouvons CES, explication à la surface, dans le monde des causes et des effets évidents. Examinons CES, idées fausses de plus près, car CE sont précisément elles qui nous maintiennent prisonniers de nos illusions. La plus répandue d'entre elles, « Je n'ai tout simplement pas de chance avec les partenaires ». Cette phrase sonne comme une constatation de fait, comme une résignation face à un destin funeste. Nous nous persuadons que le monde est une loterie et que nous tirons sans cesse les mauvais numéros. Tous les bons sont déjà pris, il n'y a que des hommes immatures, où toutes les femmes sont vénales. C'est une position confortable, car elle nous transforme en victimes passives des circonstances. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas simplement de la malchance. Comme j'ai pu le constater au fil des années de pratique, une sorte de gravité psychologique agit dans la psyché. De la même manière qu'une planète d'une masse énorme attire des objets vers elle,
Notre structure intérieure, inconsciente, attire dans notre vie certaines personnes et certaines situations. Nous ne rencontrons pas simplement ces personnes par hasard. Nous les reconnaissons inconsciemment dans la foule. Dans leurs yeux, leurs mots, leurs comportements, notre âme voit un schéma familier, nécessaire pour rejouer un vieux drame. Penser que c'est une coïncidence, c'est ignorer les forces les plus puissantes qui agissent sous la surface de notre conscience. Le choix d'un partenaire est l'un des actes les moins aléatoires de notre vie, même s'il nous semble le contraire. Une autre idée fausse populaire, plus subtile. Le problème, c'est l'incompatibilité des caractères. Nous nous armons de tests de personnalité, de cartes astrologiques, de sociotypes. Nous décomposons les relations en atomes. Il est extraverti, je suis introverti. Nous avons des valeurs différentes. Nous voyons les questions financières différemment. Et bien que la compatibilité soit certainement importante, cette explication ne répond pas à la question principale et angoissante. Pourquoi sommes-nous si irrésistiblement, si irrationnellement attirés par des personnes avec qui nous sommes manifestement incompatibles? Pourquoi une femme intelligente et forte tombe-t-elle encore et encore amoureuse du génie créatif peu fiable? Pourquoi un homme bon et attentionné choisit-il sans cesse des reines des neiges, froides et exigeantes? La réponse est que l'inconscient ne cherche pas le confort. Il cherche la complétude. Et pour cela, il choisit souvent un partenaire qui est porteur des qualités que nous avons réprimées ou non développées en nous. Notre ombre. Nous sommes attirés par la personne incompatible parce qu'elle représente le fragment manquant de notre propre âme, et la psyché croit naïvement qu'en s'unissant à elle, nous deviendrons entiers. Mais ce chemin ne mène qu'au conflit, car nous essayons d'obtenir de l'extérieur que nous devrions trouver à l'intérieur. Et enfin, l'idée fausse la plus insidieuse, que nous sert la culture moderne du développement personnel. Il faut travailler davantage sur soi. On entend généralement par là que l'on peut appeler une croissance horizontale. Apprendre une nouvelle langue, obtenir une promotion, prendre soin de son corps, développer de nouveaux passe-temps. Tout cela est excellent et utile, mais cela ne résout pas le problème à la racine. C'est comme polir à la perfection la carrosserie d'une voiture dont le moteur est en panne. La voiture aura l'air magnifique, mais elle n'ira pas loin. Les vrais changements exigent une croissance verticale, une plongée en profondeur, et non une expansion en largeur. C'est un travail sur les traumatismes de l'enfance, sur les aspects de l'ombre, sur les complexes inconscients. Cela ne demande pas de la volonté, mais un courage incroyable d'être honnête avec soi-même. Tant que nous nous occupons uniquement de l'amélioration de soi horizontale, nous ne faisons que créer une façade plus attrayante pour le même drame intérieur. Et le nouveau partenaire plus qualitatif ne sera qu'un acteur plus habile dans la même vieille pièce. Approfondissons la métaphore centrale de cette partie. Vos relations ratées, vos scénarios répétitifs. Ce n'est pas une maladie, c'est une fièvre. C'est un symptôme qui signale bruyamment et désespérément un processus inflammatoire qui se déroule au plus profond de votre psyché. Imaginez une personne qui souffre constamment d'une forte fièvre. Elle va à la pharmacie et achète un antipyrétique. La température baisse, elle se sent soulagée, elle retourne à ses occupations. Mais après quelques heures ou quelques jours, la fièvre revient, peut-être avec encore plus de force. Elle reprend un comprimé, et ainsi de suite, semaine après semaine. Elle commence à en vouloir au comprimé. Il ne marche pas. À son corps, il est si faible. À la météo, c'est à cause des courants d'air. Elle fait tout, sauf une chose. Elle ne se pose pas la question principale. Pourquoi ai-je de la fièvre? Elle ne cherche pas le foyer d'infection qui l'empoisonne de l'intérieur. C'est une analogie exacte de la façon dont nous traitons nos relations. La rupture est le pic de la fièvre. Nous la traitons en trouvant un nouveau partenaire. C'est notre antipyrétique. Une période de soulagement s'installe, la lune de miel. Mais l'infection interne, notre complexe inconscient, notre traumatisme, n'a pas disparu. Et elle recommence à empoisonner l'organisme de la nouvelle relation. Les premiers symptômes apparaissent. Irritation, jalousie, incompréhension. La fièvre monte. Et tout se termine par une nouvelle crise. Utilisons une autre métaphore, non moins puissante. Vos problèmes relationnels répétitifs sont un voyant lumineux sur le tableau de bord de votre voiture. Il s'allume pour vous avertir d'un dysfonctionnement dans le moteur.
Que fait un conducteur sage? Il se rend au garage et fait un diagnostic. Il regarde sous le capot. Que fait un conducteur imprudent? Il essaie d'ignorer le voyant. Il le recouvre de rubans adhésifs noirs pour qu'il ne lui tape pas dans l'œil. Il frappe sur le tableau de bord dans l'espoir qu'il s'éteigne. Il se plaint que les constructeurs font des voitures de mauvaise qualité avec des voyants stupides. Mais le problème dans le moteur n'est pas résolu pour autant. Et un jour, la voiture tombera simplement en panne au milieu de la route. Changer de partenaire sans regarder à l'intérieur de soi, c'est précisément coller du ruban adhésif sur le voyant. Regarder sous le capot dans notre contexte, c'est explorer ce propre schéma. Qu'est-ce qui est exactement votre moteur? Ce sont vos relations d'enfance avec vos parents. Ce sont les émotions refoulées. Ce sont les croyances sur vous-même et sur le monde que vous avez absorbées dans votre petite enfance. Des symptômes tels que la fameuse dynamique attraction-répulsion, la peur panique d'être abandonné qui pousse à s'accrocher au partenaire, ou son contraire, la peur d'être englouti qui pousse à fuir l'intimité, tout cela ne sont pas des traits de caractère. Ce sont des signaux d'un dysfonctionnement profond dans la manière dont votre psyché construit l'attachement. Tant que nous n'aurons pas effectué diagnostic intérieur, nous serons condamnés à nous retrouver encore et encore sur le bord de la route de la vie avec un cœur brisé. Et pour commencer diagnostic dès maintenant, je vais vous demander de faire une chose. Ce n'est pas juste un exercice. C'est le premier acte de véritable courage sur le chemin vers soi. Si nécessaire, mettez cette vidéo en pause et restez en silence pendant quelques minutes. Prenez une feuille de papier ou fermez simplement les yeux. Soyez extrêmement honnête avec vous-même. Nous n'allons pas analyser, nous allons ressentir. Faisons une petite investigation archéologique de votre histoire émotionnelle. Première étape, trouvez la signature émotionnelle. Souvenez-vous de vos relations importantes passées. Pas seulement la dernière, mais toutes celles qui ont laissé une trace profonde. Repassez-les dans votre mémoire jusqu'à la toute fin, jusqu'au moment de la rupture ou de l'éloignement émotionnel. Maintenant, mettez de côté tous les détails, tous les « qui avait tort, qui avait raison ». Concentrez-vous sur le sentiment pur qui est resté après. Quelle en était l'essence? Était-ce un sentiment aigu, perçant d'abandon? La sensation d'avoir été trahi, d'avoir reçu un coup de poignard dans le dos? Ou peut-être était-ce un sentiment d'étouffement, le soulagement d'être enfin libre? Ou un sentiment amer de ne pas avoir été compris, de ne pas avoir été apprécié à votre juste valeur? Ou peut-être la prise de conscience glaciale que vous étiez à côté d'une personne complètement étrangère? Trouvez sentiment clé. Chaque drame répétitif a sa propre signature émotionnelle. Nommez-la. Deuxième étape, déterminez l'archétype du partenaire. Maintenant, regardons ceux avec qui vous avez vécu sentiments. Encore une fois, mettez de côté les détails extérieurs. Regardez leur rôle intérieur dans votre pièce. Quel type de personne vous attire invariablement, comme un papillon de nuit vers la flamme? Peut-être est-ce l'oiseau brisé, qu'il faut constamment sauver et réparer, mais qui ne peut jamais s'envoler? Ou le génie lointain, éternellement occupé par grandes affaires, dont l'attention et l'amour doivent être mérités par des miettes? Peut-être est-ce l'artiste chaotique, avec qui la vie est pleine de passion et de drame, mais dépourvu de toute stabilité et sécurité? Ou le gardien fiable mais ennuyeux, qui offre la sécurité, mais à côté de qui vous vous sentez mort? Déterminez cet archétype récurrent. Il est la clé pour comprendre quel rôle votre inconscient essaie de jouer. Troisième étape, souvenez-vous du dialogue de la rupture. Et maintenant, le plus important, souvenez-vous des mots. Ces mots même que vous avez prononcés ou entendus à votre rencontre dans les moments les plus critiques. Des phrases comme « Tu ne m'écoutes jamais, tu gâches toujours tout, je ne peux pas compter sur toi, j'ai besoin de plus de liberté ». Avez-vous souvent découvert qu'au plus fort d'une dispute, vous parliez avec une voix qui vous semblait étrangère? En avançant des arguments auxquels vous ne croyiez pas tout à fait vous-même, mais qui sortaient avec une force irrésistible, comme un rôle appris par cœur. Vous êtes-vous senti comme un acteur qui a soudainement oublié qu'il était sur scène et a complètement fusionné avec son rôle? Le rôle du procureur, de la victime, du tyran? Si oui, alors vous venez d'entendre une réplique écrite par votre metteur en scène intérieur. Ce scénario a été créé bien avant vos relations actuelles. Si vous avez fait cet exercice, vous ressentez probablement un malaise.
Vous avez touché à quelque chose de réel, à un schéma qui vit sa propre vie. Et c'est là que la psychologie standard baisse souvent les bras, ne proposant qu'une correction du comportement. Mais nous irons plus loin. Au début du XXe siècle, alors que le monde de la psychologie était fasciné par les idées de Freud sur les désirs infantiles refoulés et la libido, le psychiatre suisse Carl Gustav Jung a proposé une carte de l'âme humaine bien plus radicale et majestueuse. Il n'était pas seulement un médecin, il était un archéologue de l'âme. Il a compris que sous la fine couche de notre biographie personnelle, de nos souvenirs et de nos traumatismes, c'est eux qu'il appelait l'inconscient personnel, se trouve quelque chose de bien plus ancien et puissant. Imaginez qu'un archéologue fouille une ville antique. Sur la couche supérieure, il trouve des artefacts du 19e siècle. Plus profondément, les vestiges d'une forteresse médiévale. Encore plus profondément, les fondations d'une villa romaine. Et sous tout cela, les traces d'un village de l'âge du bronze. Jung a fait la même chose avec la psyché. Il a compris que sous nos problèmes personnels, la forteresse médiévale, et les complexes freudiens, la villa romaine, se trouve la couche la plus profonde, le fondement de l'humanité. Il l'a appelé l'inconscient collectif. C'est un réservoir commun à tous les êtres humains, d'expériences, d'images et de modèles de comportement accumulés sur des millions d'années d'évolution. C'est l'héritage psychique de l'humanité. Et il n'est pas composé de souvenirs, mais d'archétypes, des plans ou programmes originels selon lesquels notre vie psychique se construit. L'archétype du héros qui nous pousse à chercher l'aventure et à surmonter les obstacles. L'archétype de la mère qui détermine notre besoin de soins et de nourriture. L'archétype de l'ombre où nous cachons tous CE que nous n'acceptons pas en nous. Et parmi ces figures puissantes, Jung en a distingué deux qui sont la clé du mystère de l'attraction entre les sexes et la source de nos plus grandes joies et de nos plus profondes souffrances en amour. CE sont des figures qui façonnent notre perception du sexe opposé et gouvernent nos attirances romantiques, tels des marionnettistes invisibles. Il les a nommés anima, l'image intérieure de la femme chez l'homme, et animus, l'image intérieure de l'homme chez la femme. Jung a compris que nos relations avec les personnes réelles ne sont que le reflet de nos relations avec CES, image intérieure, archétypale. Et tant que CE monde intérieur n'est pas conscientisé, tant que nous n'avons pas rencontré CES figure face à face, notre monde extérieur se transformera en un champ de bataille sur lequel nous sommes condamnés à perdre sans cesse la même bataille. Il est temps d'allumer la lumière dans CE, théâtre intérieur. Pour comprendre pourquoi votre vie personnelle suit toujours le même scénario, nous devons faire connaissance avec CES, deux habitants secrets de notre âme. Et pas seulement faire connaissance, mais comprendre leur nature, leur langage et leur chemin de développement. Donnons-leur une définition claire. Anima, du latin, signifie âme. Selon Jung, c'est le côté féminin intérieur, inconscient, dans la psyché d'un homme. Ce n'est pas simplement un ensemble de traits féminins. L'anima est un complexe autonome à part entière, une image intérieure vivante de la femme que chaque homme porte en lui. Cette image est formée, premièrement, par son expérience personnelle, principalement l'image de sa mère. Son amour ou son absence, sa force ou sa faiblesse, tout cela devient le fondement de son anima. Et deuxièmement, il porte en lui les traits de toutes les femmes qui ont jamais vécu. Ève, Hélène de Troie, la Vierge Marie, Sophia, la sagesse. C'est son lien avec le principe féminin collectif. Symétriquement, l'animus, du latin, signifie esprit. C'est le côté masculin intérieur, inconscient, dans la psyché d'une femme. Et encore une fois, CE ne sont pas seulement des traits masculins. C'est une image intérieure vivante de l'homme, formée par l'expérience de la relation avec le père, sa présence ou son absence, son autorité ou son infantilisme. Et tout comme l'anima, l'animus est lié à l'esprit masculin collectif, à l'image du guerrier, du sage, du père, du créateur. Et voici CE qu'il est crucial de comprendre. Ces figures ne sont pas statiques. Elles peuvent se développer et mûrir avec nous. Jung a décrit 4 stades de développement pour chacune d'elles. C'est précisément le fait de rester bloqué à des stades primitifs, précoces, qui engendrent CE, sabotage, qui détruit votre vie. Stade de développement de l'anima, chez l'homme. Premièrement, Ève,
Le premier stade, purement instinctif. La femme est perçue comme un objet lié à la nature, à la naissance, à la nourriture. Dans sa forme négative, obscure, un homme avec une anima Ève ne cherche pas une partenaire, mais une mère. Il exige des soins inconditionnels et entre en fureur si SES besoins ne sont pas satisfaits instantanément. Deuxièmement, Hélène. Le deuxième stade, nommé d'après Hélène de Troie. La femme est perçue comme un objet de désir esthétique et sexuel, un idéal romantique. C'est ici que naît la forme la plus toxique de l'anima négative. L'homme projette sur une femme réelle cette image divine, inaccessible. Mais aucune femme ne peut rester éternellement sur un piédestal. Et quand elle montre inévitablement ses traits humains, son anima devient capricieuse, jalouse, vengeresse, lui murmurant des pensées empoisonnées sur le fait qu'il a été trahi. Troisièmement, Marie. Le troisième stade de l'amour spirituel. La femme est perçue comme la Vierge Marie, capable d'un amour profond et pur et de compassion. Les relations deviennent profondes et significatives. Quatrièmement, Sophia, le stade suprême de la sagesse. La femme devient un guide vers le sens. C'est une anima pleinement intégrée qui n'est plus projetée à l'extérieur, mais devient une source de sagesse intérieure. Stade de développement de l'animus chez la femme. Premièrement, Tarzan. Le premier stade, la force purement physique. L'homme est perçu comme un athlète, un héros de film d'action. Dans son aspect négatif, c'est une attirance inconsciente pour la force brute, parfois cruelle, pour les mauvais garçons. Deuxièmement, Byron. Le deuxième stade, le héros romantique. L'homme est un poète, un aventurier. Le piège ici est que la femme devient dépendante du drame et de l'intensité, choisissant inconsciemment des hommes charismatiques, mais émotionnellement instables et peu fiables. Troisièmement, Lloyd George. Le troisième stade, le porteur de la parole. L'homme est un professeur, un politicien, une autorité. Et la voici, la forme la plus courante et la plus toxique de l'animus négatif. Il se transforme en un ensemble d'opinions rigides et indiscutables. C'est un tyran intérieur qui critique constamment la femme, dévalorise leurs sentiments et la force à projeter cette image sur les hommes, en choisissant des partenaires qui lui feront la leçon et la contrôleront. Quatrièmement, Hermès, le stade suprême, le guide de l'esprit. L'animus devient la source de sa propre créativité et de son propre sens. La plupart d'entre nous restent le bloqués aux deux premiers stades, et c'est de là que proviennent l'anima négative et l'animus négatif. Et CE sont précisément CES aspects immatures et obscurs que nous projetons sur nos partenaires. Pour que CES concept cesse d'être de la simple théorie, voyons comment ils respirent, agissent et détruisent des vies dans deux histoires concrètes, mais composites. Je veux que vous les écoutiez, non pas avec votre esprit, mais avec votre cœur. Essayez de sentir si l'écho de CES Drame résonne en vous. L'histoire d'Alexis, anima négative. Imaginez un homme, Alexis. En apparence, il est réussi, intelligent. Mais son anima est bloqué quelque part entre les stades d'Ève et d'Hélène. Pour lui, une femme est soit un objet qui doit satisfaire ses besoins, Ève, soit un bel idéal romantique qui doit embellir sa vie, Hélène. Il est attiré comme un aimant par les femmes émotionnellement inaccessibles, mystérieuses, car il est plus facile de projeter sur elles son image idéale. Au début de la relation, il est euphorique. Il voit en son élu une déesse, une muse. Il la couvre de compliments, lui offre des cadeaux. C'est son anima au stade Hélène qui se projette dans toute sa puissance. Mais une femme réelle ne peut pas rester éternellement sur un piédestal. Elle a ce saut d'humeur, ses propres problèmes, ses propres désirs qui ne coïncident pas toujours avec les siens. Et à ce moment-là, son anima régresse vers Ève dans son aspect le plus négatif, infantile. Il devient incroyablement capricieux. Son monologue intérieur ressemble à ceci. « Je lui ai offert le monde entier et elle ne m'a pas souri. Ce matin, elle ne m'aime pas. Elle est ingrate. » Il exige une confirmation constante de son amour, comme un bébé réclame le sein de sa mère. Il fait des scènes de jalousie déchirantes si elle sort avec des amis, car dans son monde d'Ève, la mère ne peut appartenir à personne d'autre qu'à l'enfant. Sa partenaire se retrouve piégée. Elle doit être à la fois une déesse inaccessible
et une maman qui pardonne tout. C'est une tâche impossible. Elle part épuisée, et Alexis reste seul, avec le sentiment profond d'avoir été à nouveau trahi, que toutes les femmes sont les mêmes. Il ne comprend pas qu'il a lui-même tout détruit en exigeant d'une personne vivante d'être le réceptacle de son anima immature et clivé. L'histoire d'Hélène, animus négatif. Maintenant, imaginez une femme, Hélène. Elle est forte, indépendante. Son animus est bloqué au 3e stade. Lloyd George, dans sa manifestation la plus négative. Il n'est pas devenu un sage conseiller, mais s'est transformé en un comité d'opinion indiscutable et froide. Son monde intérieur est rempli de sa voix. On ne peut pas faire confiance aux hommes. Il faut toujours avoir un plan B. Les émotions sont une faiblesse. J'ai raison parce que je l'ai lu dans une source faisant autorité. Elle rencontre un homme bon, gentil. Au début, tout se passe bien, car elle projette sur lui l'aspect positif de son animus. Elle voit en lui un homme d'action, un partenaire fiable. Mais dès qu'il rencontre la première difficulté de la vie ou le premier désaccord, son animus négatif prend le pouvoir. L'homme propose une solution au problème et sa voix intérieure dit aussitôt « C'est stupide, mon plan est meilleur ». Elle commence à critiquer ses décisions, à contester chacune de ses opinions, transformant une conversation ordinaire en une audience de tribunal où elle est le procureur. Elle est inconsciemment en compétition avec lui, car son animus perçoit tout homme comme un rival pour avoir raison. Elle cherche le piège dans ses paroles, s'attend à la trahison, car son comité intérieur lui a déjà rendu un verdict de culpabilité. L'homme, constamment sous le feu des critiques et de la méfiance, soit s'en va, fatigué de la lutte, soit, pire encore, devient passif et sans initiative, car toute son initiative est punie. Et Hélène reste seule, avec le sentiment amer que son animus avait raison. Je savais bien qu'on ne pouvait pas compter sur eux. Elle ne voit pas qu'elle ne lui a pas donné la moindre chance de montrer ses meilleures qualités, car son tyran intérieur l'a défini à l'avance comme incompétent. Reconnaissez-vous Alexis ou Hélène en vous, chez vos partenaires? Cette voix intérieure qui critique, dévalorise, exige l'impossible, crée des drames pour un rien. C'est la voix de l'anima négative ou de l'animus négatif. Utilisons une autre métaphore pour comprendre le mécanisme de sabotage. Imaginez qu'à l'intérieur de vous, il y a un aimant puissant. Cet aimant, c'est votre anima ou votre animus. Sa polarité, réglages, ont été calibrés dans votre petite enfance par vos relations avec vos parents et vos premières expériences significatives. Cet aimant n'attire pas qui est bon pour vous du point de vue de la conscience. Il attire qui est familier à votre inconscient. Il attire le métal qui est parfaitement adapté pour achever une vieille réaction chimique inachevée. Lorsque vous rencontrez une personne et que vous ressentez cette attirance irrésistible, irrationnelle, coup de foudre, n'est pas votre moi conscient qui tombe amoureux. C'est votre aimant intérieur qui trouve son contrepôle avec un claquement assourdissant. Votre complexe reconnaît en l'autre personne le candidat idéal pour un rôle dans votre drame intérieur. Si votre anima apporte la blessure du rejet, votre aimant trouvera infailliblement dans la foule les hommes qui sont enclins à l'indisponibilité émotionnelle. Si votre animus porte la charge de la lutte avec la figure paternelle, votre aimant attirera un homme que l'on peut contrôler ou avec qui l'on peut être éternellement en compétition. Et c'est là que se produit la tromperie de la projection la plus tragique. Pendant les premiers mois de la relation, vous ne voyez pas la personne réelle. Vous voyez votre propre âme projetée sur elle. L'homme, en regardant la femme, est en réalité amoureux de sa propre belle anima. La femme, en admirant l'homme, admire en réalité son propre puissant animus. C'est un état magnifique, mais illusoire. Et puis la vraie vie commence. La personne en face s'avère être juste un être humain. Il a des défauts, des habitudes qui vous irritent, sa propre opinion. Et à ces moments-là, la projection se fissure et vous commettez l'erreur fatale. Vous commencez à en vouloir à l'écran parce qu'il ne montre pas le film que votre projecteur intérieur diffuse. Vous essayez de forcer la personne réelle à correspondre à votre image intérieure. Et quand cela échoue, vous rendez votre verdict, ce n'est pas la bonne personne. Et vous partez à la recherche d'un nouvel et meilleur écran pour votre vieux film. Comprenez cette idée clé.
Vous ne choisissez pas votre partenaire. Votre partie inconsciente choisit un acteur pour un rôle déjà écrit. Et tant que vous ne réécrirez pas le scénario, la pièce se répétera à l'infini. Et maintenant, je veux vous poser une autre question, plus profonde. Essayez d'y répondre le plus honnêtement possible. Nous avons déjà parlé du mythe. Appelons-le maintenant le credo. L'ensemble des lois non écrites selon lesquelles vit votre image intérieure. Quel credo sur le sexe opposé vit à l'intérieur de vous? Quelle conviction tacite, mais absolue, définit vos relations? Laissez-moi vous donner quelques exemples pour qu'il vous soit plus facile de l'entendre. Exemple de credo de l'animus négatif chez les femmes. Il ne faut pas montrer sa faiblesse aux hommes, sinon ils en profiteront. Si je ne contrôle pas tout, tout s'effondrera. Un vrai homme doit résoudre tous mes problèmes sans mes indications. Tous les hommes finissent par décevoir. Mes opinions et mes convictions sont plus importantes que ce sentiment. Exemple de credo de l'anima négative chez les hommes. Une vraie femme doit sentir mes désirs sans que je le dise. Si une femme me critique, c'est qu'elle ne m'aime pas. Je suis incomplet sans une femme qui prendrait soin de moi. Les femmes sont irrationnelles et leurs émotions sont dangereuses. Ma tâche principale est de la conquérir. Ce qui se passe après n'a pas d'importance. Essayez d'entendre cette voix en moment même. Attrapez cette pensée par la queue. Lequel de CES, credo ou quelque chose de très similaire est la loi dans votre univers intérieur? Maintenant, faites le pas suivant. Demandez-vous d'où vient cette loi? De qui est cette voix en réalité? Est-ce la voix de votre mère qui a été déçue par les hommes et vous a transmis son credo? Est-ce la voix de votre père qui était froid et autoritaire et vous avez développé ce credo comme une défense? Ou peut-être est-ce la conclusion que vous avez tirée après votre première rupture, la plus douloureuse, et qui, d'un mécanisme de défense, s'est transformée en prison? Écrivez dans les commentaires quel credo vous avez découvert en vous. Pas pour nous, mais pour vous. Ce n'est pas une confession, c'est un acte d'objectivation. Lorsque vous sortez une pensée de l'intérieur vers l'extérieur, vous cessez d'être elle et devenez celui qui la regarde. C'est le premier acte de magie sur le chemin de la libération. Vous verrez en lisant les autres commentaires que vous n'êtes pas seul dans cette lutte intérieure. Ce courage est le premier pas pour déclarer à votre tyran intérieur que ces lois ne sont plus absolues. Ainsi, nous avons rencontré notre saboteur intérieur. Nous lui avons donné un nom, anima ou animus. Et maintenant, la tentation est grande de lui déclarer la guerre, de commencer à le combattre, à le réprimer, à essayer de l'expulser de votre âme. Mais serait la même erreur, simplement à un nouveau niveau. Lutter contre l'ombre ne fait que la renforcer. La voie jungienne n'est pas une voie de lutte, c'est une voie d'intégration. Et le premier pas sur chemin est un changement complet de paradigme. Vous devez cesser de voir dans les manifestations négatives de l'anima ou de l'animus votre ennemi. En réalité, c'est votre professeur le plus fidèle, bien que très sévère. Votre douleur dans les relations n'est pas une malédiction ni une punition. C'est un appel. C'est le système de navigation de votre âme. Imaginez que vous conduisez sur la route de la vie et votre but est la complétude. Ou comme le disait Jung, l'individuation. Chaque fois que vous prenez un mauvais virage, le voyant de la douleur s'allume sur le tableau de bord. Plus vous vous éloignez de votre véritable chemin, plus ces voyants brillent de manière vive et douloureuse. L'anima animus négatif est précisément système d'alerte. Il n'essaie pas de vous tourmenter. Il essaie désespérément de vous ramener sur la bonne voie. De plus, le type de problème que crée votre image intérieure n'est pas un hasard. Il indique précisément le domaine de votre vie qui nécessite un développement. Il pointe vers votre principale tâche psychologique. Si vous êtes constamment attiré par des partenaires émotionnellement inaccessibles, votre tâche est d'apprendre à vous donner un soutien émotionnel à vous-même, à devenir pour vous-même une mère intérieure. Si vous choisissez constamment des partenaires faibles et dépendants, votre tâche est de trouver et de développer votre propre force intérieure, votre père intérieur. Si vous vous noyez dans le chaos et le drame, votre tâche est de construire une structure et un ordre intérieur. En alchimie, que Jung considérait comme une métaphore du processus d'individuation, il y avait un terme, la prima materia. C'était une substance chaotique, sombre, souvent toxique, avec laquelle le travail commençait.
Mais les alchimistes croyaient que c'était précisément dans cette masse répugnante que se cachait l'or, la pierre philosophale. Vos relations douloureuses et répétitives sont votre prima materia. C'est le chaos qui contient le potentiel de la plus grande transformation. Votre anima animus négatif n'est pas un ennemi. C'est un gardien qui protège votre plus grand trésor, votre complétude. Et il ne vous laissera y accéder que lorsque vous cesserez de le combattre et commencerez à l'écouter. Cela nous amène au deuxième principe clé. La solution à votre problème ne réside pas dans une lutte extérieure, mais dans un travail intérieur. Cessez de chercher la bonne personne dans le monde extérieur. Entamez un dialogue avec l'image incorrecte à l'intérieur de vous. Tant que vous projetez votre anima ou votre animus sur un partenaire, vous êtes condamné à la déception. Vous exigez d'une personne vivante qu'elle guérisse votre blessure intérieure. Mais c'est impossible. C'est comme exiger d'un miroir qu'il change votre visage. Le vrai travail commence au moment où vous retirez la projection. C'est un acte courageux, presque héroïque, qui consiste à reconnaître que ce caprice, cet idéalisme, cette rigidité ou ce cynisme que vous détestez tant chez votre partenaire ou chez vos anciens partenaires sont en réalité les qualités de votre propre figure intérieure. Imaginons cela de manière concrète. Votre anima animus est un projecteur de cinéma dans votre tête. Il diffuse constamment le même film, basé sur vos traumatismes et vos complexes. Votre partenaire n'est qu'un écran blanc. Retirer la projection, c'est tourner le projecteur de l'écran vers le mur intérieur de votre âme et commencer à regarder ces films vous-même. Comment cela se présente-t-il en pratique? Lorsque vous ressentez un désir irrésistible d'accuser votre partenaire, « Tu ne m'apprécies pas du tout », arrêtez-vous, prenez une inspiration et tournez le projecteur. Posez-vous la question, quelle partie de moi ne m'apprécie pas? En quoi est-ce que je me dévalorise moi-même? Peut-être découvrirez-vous que c'est la voix de votre critique intérieure, que vous avez simplement entendue de la bouche de votre partenaire. Lorsque vous êtes submergé par la fureur face à son irresponsabilité, stop, on tourne le projecteur. Où est-ce que je fais preuve d'irresponsabilité envers ma propre vie, mes talents, mes rêves? Souvent, nous détestons chez les autres le trait d'ombre que nous ne nous permettons pas. Lorsque sa froideur vous blesse, stop, le projecteur vers l'intérieur. Envers quelle partie de moi-même suis-je froid et indifférent? Quel enfant intérieur ai-je laissé sans attention? Chaque fois que vous effectuez cette manœuvre, un miracle se produit. Vous cessez d'être une victime des circonstances extérieures et devenez un explorateur de votre monde intérieur. Vous reprenez votre pouvoir au partenaire et vous le rendez à vous-même. C'est incroyablement difficile, car accuser l'autre est beaucoup plus facile. Mais seule cette voie mène à la liberté. Vous cessez d'avoir besoin que votre partenaire change, car vous commencez à changer la seule personne que vous pouvez vraiment changer, vous-même. Et alors, soit votre relation actuelle se transforme au-delà de toute reconnaissance, soit vous en sortez calmement et sans drame pour en construire une nouvelle, basée non plus sur la projection, mais sur la réalité. Je ne vais pas vous donner 5 étapes simples pour une relation parfaite. Une telle superficialité ne ferait que renforcer vos anciennes illusions. Au lieu de cela, je vous proposerai 3 nouvelles attitudes intérieures. 3 pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Ce ne sont pas des outils pour vous réparer. Ce sont des moyens d'établir un contact avec votre âme. Observation, la pratique du témoin impartial. Commencez à traiter vos pensées et vos humeurs comme la météo. Elles vont et viennent. Elles ne sont pas vous. Lorsqu'une vague soudaine d'irritation envers votre partenaire, ou une jalousie étouffante, ou une mélancolie glaciale vous envahit, ne vous identifiez pas à elle. Au lieu de dire « je suis furieux », dites-vous « tiens, voilà un nuage de fureur qui arrive ». Donnez à cet état un nom lié à votre image intérieure. Par exemple, « oh, ma reine du drame Nanima est de nouveau sur scène » ou « bon, c'est mon professeur omniscient Animus qui parle ». En personnifiant CES état, vous créez un espace, une distance entre votre moi conscient et votre complexe. Dans cet espace naît la liberté de choix. Vous n'êtes plus une marionnette qui est automatiquement tirée par les ficelles. Vous êtes l'observateur qui voit les ficelles. C'est le premier et le plus important pas vers la libération. Dialogue, la pratique de l'imagination active.
Lorsque vous avez reconnu la voix de l'anima ou de l'animus, que faire ensuite? Jung a proposé pour cela une technique géniale, l'imagination active. Ce n'est pas simplement de la rêverie, c'est un dialogue conscient avec des parties de votre personnalité. Prenez 20 minutes où personne ne vous dérangera. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et invitez mentalement cette image, votre anima capricieuse ou votre animus critique, à une rencontre. Imaginez-la devant vous. À quoi ressemble-t-elle? Comment est-elle habillée? Quelle est l'expression de son visage? Et puis commencez le dialogue. Vous pouvez le faire mentalement ou, c'est qui est encore plus efficace, l'écrire dans un journal, comme une pièce de théâtre. Vous, je vois que tu es de nouveau en colère contre mon partenaire. Que veux-tu vraiment? Animus, c'est un faible. Il a encore tout fait de travers. Vous, je comprends que tu penses que ça. Mais de quoi as-tu peur? Que se passera-t-il s'il fait à sa manière? Animus, nous perdrons le contrôle. Tout s'effondrera. Nous serons humiliés. En poursuivant un tel dialogue sans jugement, vous commencerez à comprendre les motivations et les peurs qui se cachent derrière le comportement destructeur. Vous découvrirez que votre tyran intérieur est en réalité un enfant terrifié qui essaie désespérément de vous protéger. C'est le début de la compassion envers soi-même et de la transformation. Intégration, la pratique des petits pas. Les prises de conscience sans action sont stériles. L'intégration se produit lorsque vous transférez les nouvelles connaissances du monde intérieur au monde extérieur. Cela ne signifie pas qu'il faille changer radicalement votre vie. Commencez par de petits pas symboliques. Si vous êtes une femme avec un animus critique qui répète « on ne peut faire confiance à personne », faites un micro-pas. Faites consciemment confiance à votre partenaire pour prendre une décision mineure. Par exemple, choisir un film à regarder et accepter son choix sans critique, même s'il ne vous plaît pas. Si vous êtes un homme avec une anima capricieuse qui exige une attention constante, faites un micro-pas. Lorsque vous sentez une crise de ressentiment monter, ne la déversez pas sur votre partenaire, mais allez faire une promenade de 10 minutes seul pour vivre ces sentiments vous-même, sans exiger qu'elle vous sauve. Si votre animus dévalorise les sentiments, faites un pas. La prochaine fois que votre partenaire partagera ces émotions, abstenez-vous consciemment de donner des conseils et dites simplement « Je t'entends ». Ça a dû être très difficile. Chaque petit pas de ce genre est un acte de reprogrammation de votre système nerveux. Vous prouvez à votre inconscient que les anciens schémas destructeurs ne sont plus les seuls possibles. Vous construisez un nouveau pont entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Je veux que vous compreniez. L'intégration de l'anima et de l'animus n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est le travail de toute une vie. C'est ce que Jung appelait le grand œuvre. Il y aura des rechutes, il y aura des moments où vous tomberez à nouveau dans le piège des anciennes projections. C'est normal. Cela fait partie du chemin. Le progrès ici ne se mesure pas à l'absence de chute, mais à la vitesse avec laquelle vous réalisez que vous êtes tombé et à la capacité de vous relever sans vous auto-flageller. Ce chemin peut être comparé au voyage du héros, décrit dans tous les mythes du monde. Mais au XXIe siècle, les dragons que nous devons vaincre ne vivent pas dans des grottes extérieures, mais dans les profondeurs de notre propre psyché. Votre complexe inconscient est précisément ces dragons qui gardent le trésor. Et le trésor, c'est votre complétude, votre capacité à un amour authentique. Le simple fait que vous regardiez cette vidéo, que vous soyez arrivé jusqu'à ce point, que COS concept complexe trouve un écho dans votre âme est la preuve irréfutable que vous êtes prêt pour ce travail. La psyché ne nous montre jamais un problème si elle n'a pas le potentiel de le résoudre. Votre douleur n'est pas un signe de votre faiblesse. C'est un signe que votre âme est mûre pour le prochain niveau de développement. Elle frappe à la porte de votre conscience, réclamant de l'attention. Imaginez votre âme comme un organisme auto-guérisseur. Lorsque vous vous plantez une écharde, une inflammation se déclenche autour. C'est douloureux, désagréable, mais son but est d'expulser le corps étranger et de guérir la plaie. Vos relations douloureuses sont une inflammation psychologique similaire autour de l'écharde, d'un vieux traumatisme ou d'un complexe non intégré. Votre souffrance n'est pas une pathologie, c'est un signe de santé. C'est le signe que votre système immunitaire intérieur fonctionne et que le processus de guérison a déjà commencé.
Et je veux vous le dire avec toute la responsabilité possible. Toute la force, toute la sagesse, tout le courage nécessaire pour CE chemin sont déjà en vous. Ils sont inscrits en vous comme un potentiel archétypal. Vous n'avez rien à ajouter à vous-même. Vous devez seulement enlever CE qui empêche cette lumière de briller. Vous êtes à la fois le héros, le dragon et le trésor. Il est temps de commencer votre grand voyage. Alors, rassemblons tous les filles de notre voyage. Celui qui sabotait votre vie personnelle n'est pas un mauvais esprit, ni une malédiction, ni un destin cruel. C'est votre propre partie d'âme, non reconnue, incomprise, votre autre intérieur qui essayait désespérément d'être entendu. L'anima négative ou l'animus négatif n'est pas un mal absolu. C'est seulement l'ombre projetée par la lumière de votre complétude non réalisée. L'ombre ne semble grande et effrayante que lorsque la source de lumière est derrière vous et que vous ne regardez qu'elle. Votre tâche n'est pas de combattre l'ombre. C'est inutile. Votre tâche est de vous tourner vers la lumière. Vers la lumière de votre conscience, de votre connaissance de soi, de votre compassion pour vous-même. Et alors l'ombre prendra d'elle-même la place qui lui revient, derrière vous. Elle ne disparaîtra pas, mais elle cessera de diriger votre vie. Le choix n'était pas fait par votre âme, mais par sa partie immature et blessée. Maintenant que vous l'avez rencontré, vous pouvez reprendre la plume à CE, metteur en scène intérieur, et commencer à écrire votre propre scénario d'amour, conscient. Et maintenant, imaginez un instant une relation construite non pas sur la projection, mais sur la réalité. Imaginez une intimité où vous pouvez voir votre partenaire tel qu'il est, avec toutes ses qualités et ses défauts, et non comme un écran pour votre cinéma intérieur. Imaginez un amour où vous pouvez être vous-même, sans craindre d'être rejeté pour non-conformité à un idéal quelconque. Imaginez un conflit qui n'est pas un prétexte à la rupture, mais une invitation à une compréhension plus profonde de soi et de l'autre. Ce n'est pas un conte de fées ni une utopie. C'est le résultat naturel d'un travail intérieur conscient. C'est CE qui se passe lorsque vous guérissez vos images intérieures. C'est CE que Carl Jung appelait le mariage sacré, l'union de la conscience et de l'inconscient au sein de votre propre âme, qui rend possible une union authentique et saine avec une autre personne. Votre amour extérieur devient le reflet de votre paix intérieure. Nous avons parcouru un long chemin, parfois difficile. Nous sommes descendus ensemble dans les caves sombres de la psyché. Nous avons regardé nos démons intérieurs en face et nous avons cherché le chemin vers la lumière. Et avant de nous quitter, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Pas seulement pour votre temps, mais pour votre courage, pour votre volonté d'écouter, de ressentir et surtout de regarder à l'intérieur. Comprendre CE dont nous avons parlé aujourd'hui, CE n'est pas simplement assimiler des informations. C'est faire partie d'une communauté spéciale, invisible. Une communauté de personnes qui ne se contentent plus de réponses superficielles et de solutions rapides. Une communauté de chercheurs qui sentent intuitivement que derrière la douleur récurrente de leur vie se cache un sens profond et une grande tâche. Dans un monde obsédé par la vitesse et la simplicité, choisir la profondeur est un acte de courage. Vous auriez pu regarder des centaines d'autres vidéos avec des conseils sur comment arranger sa vie amoureuse. Mais vous êtes ici, vous avez regardé jusqu'à CE moment. Cela en dit long sur vous. Cela dit que votre âme n'a pas soif de confort, mais d'authenticité. Sachez qu'en CE moment même, des milliers de personnes comme vous parcourent leur propre chemin du héros. Elles se posent les mêmes questions, combattent les mêmes dragons. Vous n'êtes pas seul sur CE chemin. Notre voyage d'aujourd'hui touche à sa fin, mais le vrai travail, votre travail intérieur, ne fait que commencer. C'est un chemin qui dure toute une vie et sur lequel le soutien et les guides sont importants. Si CE dont nous avons parlé aujourd'hui a résonné dans votre âme, si vous avez senti qu'ici on parle votre langue, je vous invite à poursuivre cette exploration des profondeurs ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer nos prochaines expéditions dans le monde des archétypes, des ombres et des trésors cachés dans l'inconscient. Ce n'est pas juste un bouton, c'est votre intention de continuer le chemin. Et si CE voyage a eu de la valeur pour vous, s'il a jeté ne serait-ce qu'un rayon de lumière sur les coins sombres de votre histoire, s'il vous plaît, mettez un j'aime sous cette vidéo. Dans le monde des algorithmes,
Chaque « j'aime » n'est pas juste une évaluation, c'est un signal qui aidera cette lumière à atteindre d'autres chercheurs. Ceux qui, en ce moment même, sont assis dans le noir, vivant la même douleur et se posant les mêmes questions, sans savoir où trouver la réponse. Votre simple geste peut devenir pour quelqu'un le début de son propre chemin vers la guérison. Merci encore pour votre confiance et votre profondeur. Ce fut un honneur d'être votre guide aujourd'hui. À bientôt sur le chemin vers soi.